Chapitre 17. Je suis maintenant dans la famille de Zilfried et Rotraoda. Il fallait bien que je finisse par un chapitre 17, puisque la fraternité est obsédée par le chiffre 17. Finalement, fallait-il finir sur un chapitre 17, histoire de suivre la tradition. Alors, je suis dans une salle de concert de ce couple, un couple magnifique que j'ai rencontré, j'ai la chance de rencontrer, qui sont des gens qui font du bien, des gens légers, des gens ouverts. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien dans ce monde d'obscurité, dans ce monde de mensonges, dans ce monde de torture. Et j'ai découvert, donc pas du tout avec eux, mais avec la fraternité, c'est-à-dire que j'ai commencé à parler à certaines personnes de cet ouvrage, de ce petit ouvrage, de 17 chapitres. Et j'ai cru avec stupidité qu'en voyant l'honnêteté de ce que j'exprime, en comprenant l'engagement dans lequel je me suis mis totalement pour exprimer la magie de l'aventure du Maître Omraam, ou de mon aventure avec le Maître Omraam, j'ai cru que les gens diraient « Waouh, c'est beau »,« Waouh, c'est dur », certaines parties sont vraiment moches, parce qu'il y a des choses horribles qui sont passées, mais c'est beau, c'est vrai, c'est sincère. Eh bien non. Les gens de la fraternité, comme toujours, ont réagi avec le mensonge et avec le fanatisme. Ils ont, comme je l'ai exprimé dans le chapitre d'avant, commencé à même insulter le maître Peter Denov et sa mort. Et ils sont prêts à tous les coups bas pour protéger l'image d'un maître, un maître qui, comme ils veulent le croire, n'a jamais existé. Alors attention qu'on s'entende bien. Je pense que dans tout ce que vous avez entendu, vous avez vu ce que ce maître peut faire. Vous avez vu les capacités d'un être humain qui a ouvert certaines sphères qui lui permettent même de transcender la mort, qui lui permettent de connaître des choses. Mais même transcender la mort, même connaître des choses, ne permet pas la perfection dont vous voulez tous l'affubler. Je travaille actuellement sur le breatharianism, c'est-à-dire des gens qui sont capables de rester sans manger. J'en connais un qui est resté 17 ans sans manger. Je connais un monsieur, Mathieu, qui est resté 3 mois sans manger ni boire, ce qui est absolument impossible. Mathieu, c'est celui pour qui, à l'origine, j'ai fait ce livre. Et ces gens-là, même s'ils ont fait quelque chose de merveilleux, de fantastique, ils ne sont pas des maîtres dans le sens où vous voulez le croire, des maîtres parfaits, des maîtres merveilleux, des maîtres... Moi, je connais un monsieur qui s'appelle Giorgio, en karaté Shotokai, un collègue que j'ai connu, que j'ai fait rentrer dans l'IKDS, International Karate de Shotokai, que j'avais créé. C'est moi qui l'ai fait rentrer. Depuis, il se prend pour un grand maître et le grand maître de l'IKDS. C'est un monsieur qui travaille magnifiquement bien. Vraiment, il a des magnifiques coups de pied, de magnifiques postures, mais il n'a pas le mental. C'est un dégonflé. Et surtout encore plus, il cambre énormément ses hanches pour pouvoir faire des techniques très basses, c'est-à-dire en ayant des gardes très très basses sur ses jambes. Il a sacrifié son pelvis à ces techniques. Le dérèglement du pelvis, de la cambrure du pelvis, amène très souvent de très grands dérèglements sexuels. Donc, je n'accuse de rien parce que je ne connais pas sa vie privée. La question n'est pas là. La question, c'est qu'en pratiquant les arts martiaux à un niveau fantastique, merveilleux, parce que c'est le cas de Giorgio, ça l'empêche d'être un dégonflé psychologiquement, un dégonflé total qui n'a aucun mental, et ça l'empêche non plus de sacrifier son bassin. Ce qui peut entraîner des dérèglements au moins de disques vertébraux, si ce n'est encore plus au regard du dérèglement de la position pelvienne. Tout ça pour vous dire que le Maître Omraam, c'est un maître qui a atteint des niveaux fantastiques, merveilleux, donc qui transcende de loin les capacités humaines, c'est absolument vrai, mais en même temps, ça ne l'empêche pas d'avoir d'autres défauts humains.
Il a pu travailler telle ou telle chose, fort bien. Il se trouve que sur le sexe, il a compris que le maître Peter Donov parlait d'une pureté sexuelle. Alors parlons un peu de la pureté sexuelle pour bien comprendre. La pureté sexuelle, ça veut dire qu'on ne chasse pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'érotisme. Non, même pas d'érotisme. Il n'y a pas de sensualité. Vas-y, je t'allume un maximum. Viens, regarde-moi, mon épaule qui est dénudée. T'as vu comme c'est excitant, on voit le bout de mon sein. Pour déchaîner l'astral des gens. Ça, oui, c'est totalement rejeté. Mais la beauté sexuelle, la pureté sexuelle et le désir sexuel ne sont pas des choses négatives. L'acte sexuel n'est pas une chose négative. Malheureusement, le maître Omram a mal assimilé cette leçon et l'a renforcée, puisqu'il n'avait plus personne pour le corriger, et il a renforcé que toute chose sexuelle était négative, que l'acte sexuel était négatif. Donc, il en est arrivé à la conclusion, je vais prendre des femmes en photo, je vais leur demander toutes les positions sexuelles et imaginables, et je ferai avec ces photos tout ce que vous pouvez imaginer, évidemment. Mais puisque je ne les touche pas, puisque je n'ai pas d'actes sexuels avec elles, alors il n'y a pas de problème. Je n'ai pas trahi l'enseignement de mon maître Peter Donov. En fait, c'est absolument vrai. Il ne l'a pas trahi, il l'a mal compris. Et en le comprenant mal, il l'a totalement trahi. Après s'être amusé avec beaucoup de femmes qui ont été ses victimes, mais elles ont été ses victimes sans être ses victimes, c'est-à-dire déshabillez-vous, écartez les jambes, dansez, prenez des positions, je prends des photos, ok, maintenant rhabillez-vous. Quoi ? Comment ? Mais maintenant on passe pas à la bagatelle ? Ben non, vous rhabillez, vous partez. Et c'est ces gens-là qui ont porté plainte. Et c'est bien pour ça qu'après ils ont retiré leur plainte, parce que le viol n'y était pas. Le maître Omram s'est retrouvé confronté à cet énorme problème, des gens qui réagissent après. Alors après, il ne savait plus quoi faire, et le désir l'a repris, parce que le désir existe. C'est Maître Omram qui a mal compris quelque chose. Et donc il a été dévoré par le désir, il a fini par comprendre que des enfants de 13, 14, 15 ans, même 13, 14 ans, n'avaient pas le pouvoir intellectuel ensuite d'aller porter plainte. Que les jeunes filles de 14 ans étaient sous la coupole de parents qui étaient fanatiques envers lui, Maître Omram, donc jamais ces gamines ne pourraient se rebeller. Donc il est arrivé à une stratégie, en ayant mal compris l'enseignement du maître Peter Donov, sous forme de pédophilie, qui n'est pas vraiment une pédophilie, puisqu'à ma connaissance, la seule chose qu'il faisait, c'est d'embrasser les filles. Et il les embrassait, il leur disait, vous avez de la chance, la première être qui vous a embrassé, c'est un maître spirituel. Ça se discute, la gamine a 14 ans, lui il a 75 ans, ça se discute au niveau de la chance. Mais bon, pour lui, il restait pur puisqu'il ne touchait pas ses enfants. Malheureusement, ces enfants grandissent, ces enfants sont totalement traumatisés. J'en ai connu plusieurs qui ont eu leurs règles bloquées, qui ne pouvaient pas développer les seins, enfin bref, c'était tellement traumatisé que tout était bloqué. Alors ces gamines, à 20 ans, elles ne sont plus des gamines, elles disent qu'est-ce qui s'est passé. Et quand elles disent qu'est-ce qui s'est passé, elles se trouvent confrontées à un homme qui parle aux parents et qui dit « votre fille est sous l'emprise d'entités diaboliques ». Elle raconte n'importe quoi parce qu'elle est sous l'emprise d'entités diaboliques. Ne lui parlez pas, et lorsqu'elle aura fini de parler de ses horreurs et que les entités négatives l'auront quittée, alors vous aurez le droit de communiquer avec elle. Jusque-là, plus aucune communication. Et là, on entre dans la pure magie noire, dans le pur chantage, dans la pure horreur. Et c'est tout le protocole que j'expliquais avant. Alors, c'est très technique, on appelle ça un co. Un co, techniquement, c'est une petite chose qui vous travaille, par exemple le sexe, avec l'idée qu'il ne faut pas avoir de relations sexuelles, mais en même temps, vous avez envie de sexe. Puis ensuite, vous avez ce qu'on appelle un drek. Le drek, c'est le fait que, par exemple, je vais faire des photos, ou que je vais apprécier peut-être simplement la beauté des femmes. Le drac, ce sera que je fais des photos, et ainsi de suite. Le droc,
Ce qui est encore plus fort, ce sera que je dirai aux parents, non, c'est la magie noire, ne l'écoutez pas, isolez-la, ne lui parlez pas. Donc sanctions d'isolement, de punition, après avoir été utilisées, elles sont en plus insultées et détruites. Et Ragnarok, c'est la fin de toute chose. C'est le mal sous toutes ses formes, parce que quand on va plus dans le mal, eh bien le mal entraîne le mal, qui entraîne le mal, qui entraîne le mal, qui entraîne le mal. Le maître Omram, après sa mort, a compris son erreur. Le maître Omram, après sa mort, a compris que le sexe n'est pas mauvais. Il a compris que la frustration de sexe, c'est vouloir ignorer son humanité. Et qu'ignorer son humanité quand on est humain, c'est un contresens. C'est un petit peu comme si j'estimais que je suis impur parce que je fais caca. Et un jour, je vais exploser de merde. C'est à peu près ce que le maître Omram a fait, sous une autre forme. Tant que je suis sous la forme humaine, je dois reconnaître des choses et je dois les diviniser. Je dois reconnaître la sexualité et la rendre belle, la rendre pure, aimer quelqu'un profondément. Non pas avoir une petite affaire et aller tirer un coup comme ça dans un coin, mais être capable de vraiment aimer quelqu'un et d'exprimer toute cette intensité d'amour aussi dans le sexe, qui n'est pas mauvais, qui n'a jamais été mauvais. Maintenant, le sexe n'est plus nécessaire lorsque je n'ai plus de corps physique. Mais tant que j'ai un corps physique, je mange, je bois, j'ai des relations sexuelles, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'amis, etc., etc. Voilà. Après cette erreur, Ko, Drek, Drak, Drok, Ragnarok, en grandissant, il y a d'autres erreurs qui vont se greffer dessus, c'est la fraternité elle-même. Alors la fraternité, et là ces derniers temps, elle a fait très fort, et c'est pour ça que je continue sur ce dernier chapitre, elle a glissé dans l'horreur totale. Le maître Peter de Nov, dans sa vie, a sauvé 50 000 juifs. 50 000 juifs. Grâce à ses capacités psychiques, il a poussé le roi de Bulgarie, ou le président bulgare, je ne sais plus si c'est un roi ou un président, à réagir et à sauver, grâce à lui, grâce à sa guidance, 50 000 juifs. C'est pas un petit peu, hein, 50 000 juifs. Alors déjà, première leçon, oh c'est ton karma, ça ne me regarde pas. Le maître Peter de Nov, il appelle cette philosophie-là, puisqu'il a sauvé 50 000 personnes. Évidemment, Hitler est un peu agacé. Hitler est un peu agacé par Peter de Nov pour deux grandes raisons. D'abord parce qu'au début, la Bulgarie devait s'associer avec l'Allemagne, et c'est le maître Peter de Nov qui a parlé au roi, au président bulgare, et qui l'a poussé à ne pas s'engager. Donc, Hitler a été privé d'un associé, d'un pays entier, à cause de Peter de Nov. Donc déjà, quand on est Hitler, quand on est le Führer, ça énerve. Et puis ensuite, il a sauvé, le maître Peter de Nov a sauvé 50 000 juifs. Quand on est l'exterminateur des juifs, ça énerve encore plus. Donc, le maître Peter de Nov n'avait aucune envie de se faire attraper. Il devait être attrapé et il devait être torturé. Quand on est un maître, on n'est pas maso. Quand on est un maître, on a des capacités qu'on peut utiliser. Le maître Peter de Nov, 2 nuits de suite, est sorti sur le toit, très peu habillé, pour attraper une pneumonie, et il est mort d'une pneumonie. Et il est dit que lorsque les Allemands sont arrivés dans la pièce pour le capturer, son corps était encore tiède. Mais la fraternité, qui se sent attaquée par les discordances et ce qui s'est passé avec le maître Omram, sont prêts à raconter que le maître Peter de Nov s'est tiré dessus à coups de fusil ou à coups de revolver. On a plusieurs. Déjà, il faut savoir que le corps du maître Peter de Nov, après sa mort, a été exposé. Comme ça se fait souvent dans pas mal de cérémonies. S'il avait eu la tête éclatée ou autre chose, dans une exposition, ça fait désordre, ça se voit. Et même si cela avait été le cas, c'est même pas le cas, mais même, prenons le postulat que cela soit le cas. Je suis tout à fait d'accord avec moi-même, c'est le cas de le dire, tout à fait d'accord avec le maître Peter de Nov, de se suicider pour ne pas être torturé, parce que de toute façon, tu vas mourir dans des souffrances horribles. Alors, oser dire « Oh oui, mon maître, il a violé des petites filles, mais le tien, il s'est suicidé », c'est une honte, c'est lamentable.
Et ça a pourtant été la réponse de certaines personnes de la fraternité. Quelle honte, quel fascisme, quelle horreur. Du coup, Drok, Ragnarok, cette espèce de pyramide inversée, diabolique, où de couche en couche, ça devient de plus en plus épais, de plus en plus noir, de plus en plus méchant, eh bien, ça apparaît de plus en plus dans cette histoire-là, et c'est pour ça que je voulais vous faire un dernier chapitre. Alors, comme j'ai vécu à la fraternité, laissez-moi vous donner encore quelques exemples. Il y a un ami que je connaissais qui s'appelait Yannick, donc j'avais bien parlé d'un Yannick avant, Yannick Percherancier. Ici, il s'agit d'un autre Yannick. Je suis désolé, c'est le même prénom, mais ce n'est pas la même personne. Je ne connais pas son nom de famille. Nous allons l'appeler Yannick le mécanicien. Pourquoi ? Parce que Yannick le mécanicien, il travaillait à Prosveta, qui est donc une usine pour éditer les livres de Prosveta. Et il travaillait toute la journée, 8 heures, parfois 10 heures. Et à la fin, comme il était mécanicien, tous les gens de la fraternité, tous ceux qui avaient un peu de pouvoir, déposaient leur voiture à l'usine Prosveta. Et Yannick, le soir, travaillait souvent jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin, pour réparer gratuitement toutes les voitures des gens en pouvoir au bon fin. Eh oui, c'est ce qu'on appelle la fraternité. Et ce pauvre Yannick, qui n'était pas une grande flèche, honnêtement, hein, c'était un mec très très perdu, très paumé, eh bien, il travaillait sans dire un mot, sans arrêt. Son alimentation principale, c'était des piments rouges qu'il croquait toute la journée. Donc bon, il était vraiment en souffrance, quoi. Moi, j'ai commencé à lui enseigner les arts martiaux. Il est venu à mes cours, il adorait ça, parce que je le traitais en ami, parce que je m'occupais de lui, je le corrigeais sur ses positions, etc. Et je me souviens qu'un jour, on l'a invité chez nous, il a mangé chez nous. Puis vers les 9h, il s'est levé, il a dit « bon, je vais partir », et il est resté debout sans rien dire jusqu'à minuit passé. Et à minuit passé, comme on avait une petite maison et qu'on dormait dans la salle à manger, au bout d'un moment, je lui ai dit « bon, écoute Yannick, tu vas nous laisser peut-être maintenant ». Et quand au bout d'un moment, j'étais obligé de le pousser un peu dehors, il disait « oui, je suis désolé, j'adore l'ambiance de famille, il y a ton enfant, vous parlez, vous vivez, j'adore ça, c'est tellement beau ». Voilà dans quel état était cet homme. Plus tard, il s'est suicidé. Il s'est tiré une balle dans le cœur. Le bon fin a été assez lâche et médiocre pour dire qu'en fait, il nettoyait son arme et qu'une balle est partie toute seule dans le cœur. Pas de chance quand même, hein, pour un mec comme ça. Et pire que cela, ils ont retrouvé Yannick dans sa caravane parce que ça puait. Ça faisait 3 jours qu'il était mort là. Et ils l'ont retrouvé à cause de l'odeur. Voilà. La grande fraternité blanche universelle, parfaite et immaculée, qui insulte le maître Peter de Nov pour protéger leur grand maître Omram. Eh oui. Une autre histoire que je peux préciser, puisque vous en voulez un petit peu et que vous voulez me rendre bavard, puisque je vais mettre tout ça sur Internet, c'est une autre histoire, c'est que le maître Omram, avait toujours sa canne avec un cristal. Et j'ai rencontré il y a très peu de temps Gabrielle, une fille de la fraternité, une femme de la fraternité, qui m'a raconté que la canne a été, au moment de la mort du maître Omram, a été démontée et que la canne a été posée, on a envoyé 2 montagnards qui ont posé le cristal tout en haut du Mont Blanc. Ce qui est un mensonge total. Premièrement parce qu'au début, lorsque le maître Omram a été enterré, Yannick Percherancier, donc cette fois-ci pas Yannick le mécanicien, Yannick Percherancier, l'autre que je connaissais très bien, c'est lui, comme il était très proche de maître Omram, c'est lui qui a mis maître Omram en bière. C'est-à-dire c'est lui qui l'a mis dans le cercueil. Et à ce moment-là, on racontait partout que le chapeau, la canne et ainsi de suite du maître avait été mis dans le cercueil. C'est un mensonge total, puisque Yannick, qui a mis maître Omram en bière, m'a bien spécifié, il n'y avait absolument pas la canne, et il n'y avait absolument pas le chapeau, il n'y avait absolument pas tous ces instruments traditionnels. C'est un mensonge total. Et plus tard, j'ai entendu par Gabrielle, la gentille sœur de la fraternité, qui insulte le maître Peter de Nov pour protéger son grand maître Omram, que finalement la canne a été démontée
et que la canne, le cristal, a été placé sur le Mont Blanc par 2 frères de la fraternité. Mensonge total, pour une chose très simple que je connais très bien, c'est que l'un de ces 2 frères, c'était Yannick Percherancier, qui était montagnard de métier. Et croyez-moi, c'était un solide gaillard et un solide montagnard. Or, effectivement, le maître Omram l'avait envoyé, lui et un autre frère, pour installer un cristal, un autre cristal, presque tout en haut du Mont Blanc. Et ils sont partis en expédition, donc c'était absolument pas le cristal de la canne, ils sont partis en expédition, ils ont essayé d'installer le cristal tel que le maître Omram l'avait demandé, il y a eu une tempête de neige, et finalement ils ont été obligés de faire demi-tour. Donc le cristal, qui n'était pas le cristal de la canne, n'a jamais été installé. Or, le mensonge de dire que le cristal de la canne du maître a été installé sur le Mont Blanc, ils ont mélangé une vieille histoire, qui était un échec par la même occasion, et ils ont mélangé 2 histoires, une histoire du passé qui se passait durant le vivant de maître Omram. Ils ont pris cette histoire qu'ils ont reprojetée à la fin de la vie de maître Omram, enfin à sa mort, en disant ils sont partis mettre le cristal. C'est un mensonge total. En d'autres termes, ça veut dire que quelqu'un de la fraternité a piqué le cristal, enfin a piqué la canne, a piqué les instruments de maître Omram en jouant à maître Omram, parce que quand on adore quelqu'un d'une façon pathologique, on est prêt à n'importe quoi pour se visualiser comme lui, à piquer ses instruments. Et au lieu d'aimer l'enseignement, au lieu d'appliquer l'enseignement, qui est un grand enseignement, de simplicité, de vérité, de pureté, quand il tombe dans des petits mensonges qui deviennent des grands mensonges, qui deviennent des grandes adorations, cela devient d'énormes mensonges. Et je spécifie que le chapitre 16 et 17 sont des chapitres que je rajoute après les commentaires de Gabriel de la Fraternité, qui dit « Oh non, mais ton maître Peter de Nov, il s'est suicidé, prêt à balancer n'importe quelle insulte d'horreur pour justifier ce que le maître Omram a fait. » Et je ne suis pas un homme faible. Si vous me cherchez, vous me trouvez. Youpi, je suis là. Alors allons-y encore. Le maître Omram, qui faisait ce qu'il pouvait, le pauvre, dans la frate, il faisait ce qu'il pouvait, il n'est pas omniscient et ainsi de suite. Même s'il avait des super intuitions, même s'il était super médium, il ne pouvait pas tout gérer. Il y a un monsieur qui a jeûné. Il a décidé que manger était impur. Et on a fini par le retrouver séché, mort dans sa tente. Eh oui. Et là, il y a un médecin que je connais très bien, qui est un très bon ami, qui est un membre de la fraternité, qui a fait un faux certificat de décès, avec crise cardiaque, je crois, quelque chose comme ça, pour couvrir le décès par jeûne, jusqu'à ce que mort s'en suive, de ce monsieur à l'intérieur de la fraternité. On a été prêt à tous les sacrifices, on a été prêt à tous les mensonges pour couvrir cette glorieuse école. Et d'autres histoires, vous en voulez d'autres, vous en voulez encore? Enfin, franchement, quand la fraternité est prête, celle du bon fin, à mentir comme elle ment, c'est-à-dire qu'avant, par exemple, la fraternité détestait la Bulgarie, et pour cause. Le maître Omram, qui avait été rappelé par le maître Peter de Nov en disant « tu n'es pas prêt », enfin « vous n'êtes pas prêt », a refusé de rentrer en France. Donc après, le maître Omram s'est jeté sur la mort du maître Peter de Nov en disant « il s'est suicidé », donc ce n'était pas un vrai maître. Pour justifier ses mensonges, il a accablé son propre maître de mensonges. Et c'est pourquoi, après, il disait « je ne veux plus entendre parler du maître Peter de Nov », puisqu'il avait inventé quelque chose qui fait que le maître Peter de Nov n'était finalement pas un vrai maître. Mais si le maître Omram a été formé par quelqu'un qui n'est pas un vrai maître, lui-même, le maître Omram, n'est pas un vrai maître non plus. Les chiens ne font pas des chats. Il faut être logique dans l'histoire. Et si aujourd'hui je suis obligé d'aller encore plus loin sur les révélations de la fraternité, et je pourrais en faire encore beaucoup plus, si on me cherche, je peux raconter encore beaucoup d'histoires, énormément d'histoires, avec d'autres noms et d'autres citations. Donc ne me cherchez pas davantage, sinon je continuerai à parler.
Et ce qui est bien triste dans l'histoire, c'est que l'enseignement de Maître Omram, qui est l'enseignement du Maître Peter de Nov, c'est un grand enseignement. L'enseignement de simplicité, l'enseignement de vérité, l'enseignement d'être en paix et d'essayer d'être en paix avec ses défauts humains, d'essayer de s'améliorer pour appliquer le pentagramme amour, sagesse, vérité, bonté, justice, qui nous guide à une liberté divine, mais sans fanatisme, sans protocole pathologique et hystérique. Quand je parlais avec le Maître Omram sur le fait qu'au Bonfim, il mange encore du poisson, je lui ai dit, mais comment c'est possible? Lui-même m'a déclaré, mais attends, t'aurais vu leur tête quand j'aurais dit ça. Donc je leur ai laissé le poisson, si je leur avais enlevé le poisson, c'était encore 100 fois pire. Donc il a laissé le poisson, non pas parce que c'est un enseignement divin, mais à cause des limites de cette personne-là, de ces gens-là, qui étaient extrêmement limités sur cet aspect particulier. Le Maître Omram, régulièrement, crée des exercices qui sont de purs exercices de zen ou d'arts martiaux pour développer la concentration. Par exemple, à un moment, il ne fallait plus passer un couteau de la main à la main parce que ça coupe les liens divins entre les gens. Par exemple, il ne fallait pas dire bonjour à quelqu'un avec un récipient vide dans les mains de façon à se concentrer. Vous savez, le Bonfim, c'est un camping, donc vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois où vous vous trimballez avec quelque chose de vide le matin et vous dites bonjour à des gens. Donc c'est un exercice simple qui tourne en plaisanterie. Par exemple, vous pouvez jeter le seau en l'air, ou vous pouvez mettre un petit peu d'eau dans le seau, ou vous croisez quelqu'un, vous prenez une pierre, vous dites bonjour frère, et on s'amuse. Moi, ce que je faisais aussi, je prenais le seau, je le jetais dans les bras de l'autre, je disais bonjour, il me répondait bonjour, je disais bah, charmant, sympa. On peut jouer avec tout ça. À un moment, le Maître Omram disait il faut toujours se lever du pied droit, jamais du pied gauche. À un autre moment, il disait enfin bon, il y a plein de jeux comme ça. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce sont des jeux qui changeaient sans arrêt. C'était des jeux d'éducatifs, des idées saugrenues pour nous obliger à nous concentrer sans arrêt. L'exercice lui-même n'avait aucun sens. C'était simplement le fait de garder une concentration sur un exercice qui n'avait aucun sens et qui m'obligeait à avoir une présence et une concentration perpétuelle. Mais l'exercice lui-même n'avait aucun sens. C'était un exercice de zen totalement délirant. Vous savez, Diogène, par exemple, un philosophe grec, un jour, il est rentré sur un stand, sur un endroit où il faisait des combats, je crois, et il est arrivé habillé complètement à l'envers, il est arrivé en marchant à l'envers, c'est-à-dire en avançant avec les talons quoi, en avant. Et les gens lui ont dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit bah, « Vous vivez à l'envers, j'ai bien le droit de marcher à l'envers et d'arriver dans une compétition à l'envers, non ? Vous le faites vous aussi. » Ça ne veut pas dire pour autant que maintenant tous les disciples de Diogène doivent marcher à l'envers. C'est juste un truc pour se moquer, pour développer une concentration, pour caricaturer quelque chose. Aujourd'hui, les fanatiques du Bonfim, de la Fraternité Blanche Universelle, sont restés figés sur le dernier exercice de Maître Omram. Il ne faut pas donner un couteau de la main à la main, il ne faut pas dire bonjour avec un truc vide. C'est devenu, ça fait partie de la religion. C'est un contresens total. Ils ont figé la chose d'une façon pathologique, honteuse, absolument, totalement honteuse. Et voilà. Vous savez, un jour, peut-être vous l'ai-je déjà raconté, il y a un Bulgare qui s'est sauvé de Bulgarie pendant l'occupation bulgare, un Russe, pardon, qui a réussi à traverser toute l'Europe, on ne sait pas trop comment, qui est arrivé jusqu'au Bonfim en Bulgarie, qui a dit « J'ai entendu dire qu'ici, il y avait un Bulgare qui avait réussi, je voudrais savoir s'il peut m'aider, est-ce que vous pourriez l'appeler ?» Les responsables du Bonfim ont dit oui, ne bougez pas, et 20 minutes après, c'était la police qui était là et qui a arrêté le Bulgare, qui est reparti en Bulgarie, après tout ce qu'il a fait. Alors si on veut comparer ce qui s'est passé avec cet homme bulgare que je n'ai jamais rencontré, et avec les 50 000 juifs qui ont été sauvés par le Maître Peter de Nov, Papa Omram, il peut aller se rhabiller. Le Bonfim, il peut aller se rhabiller pour oser ramener des choses. Et pendant très longtemps, la Bulgarie, d'après les dires de Omram en personne, c'était de la merde. Mais d'un seul coup, on redevient amis avec la Bulgarie. Pourquoi ? Parce qu'en Bulgarie, faire partie de la Fraternité Blanche Universelle, c'est très positif. On passe à la télévision, on a même des subventions.
Par contre, faire partie de la Fraternité blanche universelle en France, c'est faire partie des sectes qui sont chassées par l'ADFI ou d'autres groupes anti-sectes. Donc d'un seul coup, on redevient amis avec la Bulgarie. Moi, quand j'étais en Bulgarie, j'ai découvert, à mon grand étonnement, Izgrev. J'ai découvert, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Izgrev, c'est un centre parisien. En fait, j'ai découvert que le maître Omram n'a rien inventé. Il a rappelé chaque chose qu'il a nommée du nom qui existait déjà en Bulgarie. Il a copié totalement, à tout point de vue, l'enseignement du maître Peter Donov. Mais en même temps, il a dit « je ne veux plus entendre parler du maître Peter Donov ». Il aurait pu au moins changer les noms. Le problème, c'est qu'il ne peut pas changer les noms parce que c'est une réaction de panique, c'est une réaction de terreur. C'est une réaction de terreur parce qu'il a fait des fautes impardonnables. Et pourtant, ces fautes, je lui ai pardonné. Faudrait-il encore que les gens du Bauffin suivent avec humilité ce pardon, qu'ils suivent avec humilité les excuses profondes qu'a présenté le maître Omram à son maître, le maître Peter Donov, pour les fautes qu'il a accomplies parce qu'il n'a pas voulu écouter lorsque son maître lui a dit « tu n'es pas prêt, rentre en Bulgarie ». Finis ta formation, un peu comme les Jedi, et seulement après, tu pourras retourner pour accomplir ta tâche. Pour le moment, tu n'es pas prêt et tu feras de grandes erreurs. Et c'est ce qui s'est passé après désobéissance. Voilà où se trouve l'histoire. Nulle part ailleurs. Quand on joue du bon fin qui sont prêts à aller en justice, à diffamer, à voler, à vomir, à mentir, eh bien, croyez bien que s'ils viennent me chercher, je leur raconterai encore d'autres histoires sur de l'argent qui a été détourné, sur la pyramide des 24 vieillards, sur bien des histoires et sur la comptabilité de Prosveta, dans lequel une amie a travaillé et connaît tous les détails de la comptabilité de Prosveta. Je peux exposer tout ce que je pourrais exposer. Et si le bon fin ou la fraternité veulent des problèmes ils auront. Parce que je ne négocierai jamais avec le mal. Alors entendons-nous bien, je ne dis pas que la fraternité blanche universelle, c'est le mal. Je dis que la fraternité blanche universelle, qui est incapable de reconnaître avec humilité les erreurs de leur maître, c'est le mal. Mais la fraternité blanche universelle, qui reconnaît la lumière de leur maître Omram et du maître Peter Donov, et qui applique cet enseignement avec sagesse et humilité, c'est le bien. Parfois, la différence entre le bien et le mal n'est pas une grande différence. Mais lorsque l'on veut couvrir des horreurs, des secrets, des saletés, je veux dire, le maître Omram, il apprend, le sexe, c'est pas bon. Il va assimiler ça comme ça. Il n'est pas capable de faire la différence entre la chasse, la sensualité et l'amour, le sexe, l'intensité d'amour, l'intensité sexuelle, l'intensité de beauté et de fierté parce qu'on aime quelqu'un qu'on trouve merveilleusement beau. Et par cela, il va faire des écrits en disant « vous vous sucez, vous vous léchez, mais vous voulez faire quoi quand vous faites l'amour ? Des photos ? Donc quand vous faites l'amour, vous embrassez, vous vous sucez, vous vous léchez, vous vous pénétrez. Où est le problème ? Vous vous touchez, vous vous accrochez, c'est normal, c'est la vie, c'est la joie d'exprimer un amour, une intensité qu'on veut exprimer par tous les pores de notre existence. Et transformer tout cela en quelque chose de « ouh, c'est pas beau, c'est vilain, il faut rien faire, il faut pas se sucer, il faut pas se lécher, il faut pas se toucher ». Il a oublié de dire qu'il fallait faire des photos à des gamines de 13 ans ou de 14 ans. Donc voilà, certaines erreurs ont été vécues et ces erreurs ont été pardonnées parce que le maître lui-même a présenté ses excuses. Encore faudrait-il pour cela que ses élèves suivent l'exemple d'humilité et d'honnêteté. C'est la chose la plus importante à comprendre. Et je ne peux que vous laisser là-dessus. Je ne peux que vous laisser sur cette conscience et cette prise d'humilité et d'honnêteté pour comprendre totalement la situation et donner au monde un enseignement de vérité et de pureté, parce que malgré l'erreur d'un disciple qui est devenu le maître Omram, l'enseignement et le chemin restent un chemin de vérité, de pureté et d'amour.
Puisse l'amour, la sagesse, la vérité, la bonté et la justice vous guider chacun vers la liberté d'être divin. Que cela soit et cela est. Amen. La vérité vous rendra libre.